Arrête de perdre de l'argent en investissant à Pokémon. Alors à force d'écouter YouTube, on en a entendu des conseils en investissement. Et aujourd'hui, on va tout débunker, on va revoir toutes les idées pour remettre ça au clair avec vous, pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et surtout les vôtres. Petit disclaimer, on n'est absolument pas des conseillers en investissement. On n'en a pas les capacités, on n'a pas le droit. Ce qu'on va vous dire simplement, c'est ce que l'on voit en tant que boutique professionnelle. Et passionné depuis plus de 20 ans. Et ce qu'on applique effectivement en tant que collectionneur individuel passionné. Alors deuxième disclaimer, aujourd'hui on va plutôt s'adresser aux investisseurs qu'aux collectionneurs. Parce que ce ne sont pas les mêmes logiques. Premier conseil qu'on entend souvent au sujet des cartes à l'unité, c'est facile, il suffit de prendre les gros hits et tout se vend et tout prend de la valeur. Ok, j'enlève ma casquette parce que là on va parler sérieusement. En fait, déjà, il faut distinguer toujours le vintage du récent, voire en ce moment même, on parle de plus en plus de semi-vintage, et ce sera le cas pour la plupart de nos points. Alors c'est globalement faux, dans le récent, tous les prix finissent par décroître, une fois que la hype est passée. Il reste quelques exemples de cartes comme le Noctali qui vont monter, ou alors des cartes promo, comme le Pikachu Van Gogh, le Special Delivery Bidouf, ou quelques cartes promo de la poste japonaise, parce qu'elles sont imprimées en fait en très peu d'exemplaires. Pour toutes les autres cartes, vous avez énormément de stock et dans des très beaux états disponibles. En revanche, c'est quelque chose qui va un peu mieux fonctionner dans les cartes vintage, à condition de trouver et de tomber sur les bonnes pépites en très bon état de conservation, avec de très faibles populations connues dans cet état. Deuxième grande idée qui circule beaucoup sur les réseaux. Tous les produits scellés prennent de la valeur avec le temps et sont facilement revendables. Ok, sur ce point-là, c'est plutôt vrai, sous certaines conditions, on va le voir. En fait, tous les items ne se valent pas et ne sont pas aussi faciles à écouler, à revendre, ne sont pas aussi liquides. Par exemple, vous avez les coffrets premium qui vont toujours très bien marcher, les ETB qui vont toujours très bien marcher également, avec en plus les ETB du Pokémon Center qui sont très durs à trouver et qui prennent encore plus de valeur, et globalement les coffrets et les tripacks, et là le distinguo se fait sur les items qui sont très bien protégés. En revanche, c'est pas tout à fait vrai pour tous les items. Par exemple, vous avez les mini-tins qui sont très peu liquides, qui se revendent pas très bien et qui prennent énormément de place à stocker. Vous avez également tous les items comme les trousses Dracofeu ou alors le dernier coffret Dracofeu qui contient une figurine. Et le dernier item duquel il faut se méfier, ce sont les boosters en loose. Pour tout ce qui est récent, il ne faut jamais ou quasiment jamais les prendre si ce n'est pas dans une boutique professionnelle ou lors d'un box break en direct. Comme ça, on est sûr de l'état de conservation du booster, et que ce soit un vrai. En plus, vous avez aussi le problème de tous les boosters qui sont triés et pesés. Et ça va être le cas notamment pour tous les boosters vintage. Troisième tips, les cartes gradées gagnent systématiquement de la valeur avec le temps. Une fois de plus, globalement, ça va être faux. Pour plusieurs raisons. Ça dépend de la société de gradation et de la note qu'a eu la carte. Et bien sûr, on va revenir dans des principes généraux, la rareté, donc la population des cartes gradées que vous achetez, et deux, de la hype qu'il va y avoir autour de cette carte et autour de la série. Et par exemple, autour des cartes, vous avez les types de cartes waifu qui avaient explosé il y a quelques années en gradé 10 et qui maintenant retombent toutes. Les cartes waifu, ce sont tous les traîneurs féminins japonais. Et la dernière chose, on va parler encore d'un principe général, c'est le momentum. Déjà, c'est très dur de savoir à quel moment le prix va être au plus bas et à quel moment il va être au plus haut. Donc c'est très dur de définir à quel moment acheter. Et on va également faire attention dans l'investissement au court terme par rapport au long terme. Au long terme, les choses vont beaucoup mieux marcher qu'en court terme. 4. Faire grader ses cartes, c'est toujours rentable et c'est une bonne source de plus-value. Alors sur ce point-là, il faut faire attention à deux choses. Déjà, on va encore une fois découper le marché entre vintage et récent. On va commencer par le récent. Pour tout ce qui est récent, les problèmes de la gradation sont multiples. Le premier, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre note. Et sur le récent, tout ce qui a en dessous de 9,5 ne va pas prendre de la valeur. Il faudra le décaser, le refaire grader. Et en plus, si vous avez un 10 et que cette carte-là a une très forte population de 10, elle n'a pas de rareté, donc elle ne va pas prendre beaucoup de valeur. Avant, quand on ouvrait des séries, on l'envoyait en rush aux sociétés de gradation pour être le premier à la revendre en gradé 10. Elle prenait beaucoup de valeur. Maintenant, cette chose n'est plus vraie. En plus de cela, toutes les cartes ne méritent pas d'être gradées. Toutes les communes, en fait, tout ce qui va être en dessous des vrais gros bangers de chaque série, ça ne sert à rien de les grader parce qu'elles ne sont pas recherchées. Ici, bien sûr, on parle des gens qui recherchent à faire de l'investissement et donc des plus-values. On ne parle pas des collectionneurs.
Si vous trouvez une carte jolie et que vous voulez faire grader cette carte pour la protéger ou la certifier pour votre plus grand bonheur, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, pour ce qui est du vintage, on peut partir sur une base de 8 ou 9. En dessous de 8 ou 9, ça vaut vraiment pas la peine de la faire grader, puisqu'elle vaudra moins cher que la carte elle-même en loose. Et une fois de plus, même pour le vintage, tout va dépendre de la population connue. Et surtout, le dernier point avec les cartes gradées, c'est que ça va dépendre de la société de gradation. Toutes ne se valent pas. On fait les meilleures affaires sur Vinted, Le Bon Coin, Card Market et eBay. Really? Really? Bon, là, on va s'attaquer à un gros sujet de Pokémon et de tous les collectionneurs. Vous avez sûrement vu passer tous les scandales d'arnaque, etc. Donc, on va commencer par Card Market. Card Market, ça peut être un bon moyen de trouver des produits à pas trop cher. Le problème, c'est de savoir à qui on va l'acheter, d'avoir les vraies photos de l'état et tous les frais annexes, donc les frais de port, les frais PayPal, etc. Et ensuite, on va avoir toutes les plateformes type Vinted, Le Bon Coin. Effectivement, il y a plusieurs tips qui vous disent d'aller acheter sur Vinted, que ça vaut le coup de racheter des collections, etc. Il y a aussi tous les tips d'aller acheter sur les Vinted étrangers des cartes françaises. Ça peut marcher, mais alors là, attention, parce que vous achetez la plupart du temps à des particuliers et il y a des arnaques. Il va y avoir des problèmes d'état de conservation. Il va y avoir des problèmes de fausses cartes et de faux coffrets. Et parfois même, les vendeurs sont persuadés d'avoir des vraies choses et vous donnez une confiance en ces choses alors que les items sont totalement des fakes. À cela s'ajoutent les vraies arnaques, des boosters reconditionnés ou même des coffrets abîmés puisqu'on n'a pas forcément l'état global de conservation des coffrets. Donc globalement, à moins d'être vraiment expert et sûr de son coup, les bonnes pratiques ça va être d'acheter en boutique, dans des box break en live et bien sûr d'aller dans les groupes Facebook de vrais collectionneurs ou sur TikTok ou sur Instagram et de faire des échanges de produits avec des vrais passionnés. Pour conclure, dites-vous bien quelque chose sur ce point, quand ça paraît trop beau, c'est probablement faux. Le plus important dans l'investissement, c'est d'acheter le plus bas possible pour revendre le plus cher possible et le plus tôt possible. Alors ce point-là est très tendancieux. C'est évidemment globalement faux. Il faut être un très très gros scalper. Donc avoir beaucoup de budget à dépenser dans un item dont on est sûr qu'il va exploser dans les mois qui viennent. C'est le problème du court-termiste et c'est globalement faux sur la plupart des séries. Ça peut marcher sur un UPC Mew avec une très faible population et un item très rare, très dur à trouver. Mais à plusieurs conditions, savoir le faire, prendre le temps de le faire et pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur autre chose qui peut apporter plus de valeur. Il faut prendre en compte les frais kilométriques et tous les frais qu'on va engendrer pour trouver le fameux coffret qui va prendre un petit peu de valeur. Donc même si vous faites un 100% sur un coffret qui vaut 25 € et que vous le revendez 50, ça vaut le coup à condition d'en avoir une immense quantité et d'être sûr que ce coffret-là ne va pas voir son prix dégringoler. Et là encore, vous avez une question de momentum. À quel moment acheter ? Et en fait, les prix fluctuent énormément en fonction des reprints Pokémon. Donc vous allez voir les phases de lancement où les prix vont exploser. Ensuite, quelques semaines ou mois après cette phase de lancement, les prix vont commencer à descendre. C'est là où on va essayer d'acheter. C'est pas toujours évident. Et après, vous avez les reprints. Mais gardez bien un principe d'investissement général en tête qui va fonctionner sur tout ce que vous pouvez acheter. Il vaut mieux viser le long terme que le court terme. À partir du moment où vous achetez des choses et que vous les conservez dans un très bon état très longtemps, là, ça va pouvoir fonctionner. C'est bien simple. Si un set marche pas à sa sortie, ça sert à rien d'investir dedans. Il vaudra jamais cher. Alors ça, c'est un point que vous allez entendre très souvent chez beaucoup de youtubeurs. Ah, telle série est nulle, le taux de drop est dégueulasse. Quand on ouvre, on est en moyenne à 3 € de rentabilité sur nos ouvertures. Effectivement, il y a des séries qui peuvent plus ou moins plaire. Déjà, c'est un jugement de valeur, ça dépend de chacun. Mais il faut surtout s'intéresser à la profondeur de la série, aux Pokémon qu'il y a dedans, aux illustrations, à tout un tas de facteurs qui peuvent évoluer dans le temps. Et on ne sait jamais à l'avance comment va évoluer un set. Par exemple, dans les toutes dernières éditions, vous avez eu beaucoup de disclaimers sur Couronne Stellaire, vous avez eu beaucoup de choses sur Faille Paradoxe, Force Temporelle, ou même bien Évolution à Paldea, alors que ce sont en ce moment même, avant même la fin de la série, des sets qui reprennent des couleurs. Et ensuite, on ne sait absolument pas et personne ne pourra jamais vous dire comment va évoluer un set dans 5 ou 10 ans. Les hypes vont changer, les personnages préférés vont changer. Moi je suis un vieux de la première génération donc forcément le Pokémon 151 ça me parle tout de suite. Mais vous avez plein de personnes qui sont sorties avec Diamant et Perle, Noir et Blanc ou même là avec Écarlate et Violet. Et ce sont des futurs consommateurs, des futurs investisseurs, des futurs collectionneurs, des futures personnes qui vont vouloir acheter des Pokémon de leur enfance, des Pokémon préférés. Et il y a aussi tout un tas de hype qui sortent dans des pays étrangers. Et ça on le retrouve notamment avec Forgelina
qui est la star de tous les jeux du moment au Japon, et personne ne peut dire si dans X années, elle va devenir une star ou non en France.